Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo pour parler du gestionnaire de tâches de Windows. Donc c'est un outil assez connu et très utile qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble du système Windows, les processus qui tournent, etc. Et c'est à utiliser un peu pour surveiller votre Windows pour savoir ce qu'il fait, notamment quand vous avez un comportement anormal comme des lenteurs ou des blocages, des freezes, etc. Alors, la première chose à faire, c'est comment on ouvre le gestionnaire de tâches. Alors, comme d'habitude, il y a différentes manières. La plus simple, c'est de faire un clic droit sur la barre des tâches, donc la barre en bas, et vous avez ici gestionnaire de tâches. Vous pouvez aussi faire une recherche sur le menu démarrer ou Cortana en tapant gestionnaire de tâches, vous l'avez là, il s'ouvre. Et sur Windows 10, on l'a aussi dans les accessoires ou système Windows. Alors, c'est pas accessoire, c'est système Windows. Voilà. Et vous avez le gestionnaire de tâches là. Alors c'est sur Windows 7 et 8, vous ne l'avez pas dans le menu démarrer. Ici, c'est vraiment que sur Windows 10. On l'a sur le menu démarrer. Et enfin, il y a aussi la combinaison de touches CTRL, Alt et Supr qui va vous permettre d'avoir un menu où il y a gestionnaire de tâches. Donc ça, c'est assez utile quand il y a vraiment tout qui est bloqué. Par exemple, la barre de tâches ne répond pas ou le menu démarrer, ou vous avez un écran noir au démarrage. Vous pouvez utiliser cette combinaison de touches CTRL, Alt et Supr qui ouvre un menu et dedans on a gestionnaire de tâches. Donc une fois qu'il s'ouvre, on a différents onglets. Donc vous avez processus, performance, historique des applications, démarrage, utilisateur, détails et services. Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu rapidement tous ces onglets, tous ces menus, à quoi ils servent et globalement ce qu'on peut faire avec le gestionnaire de tâches. Alors le premier menu, c'est processus, qui vous donne la liste des processus. Donc qu'est-ce qu'un processus? C'est en gros une application, un programme qui tourne sur Windows. Donc vous avez les noms ici. Donc on voit qu'on a Firefox qui est ouvert. On a des programmes Nvidia, on a Steam, etc. Et plus bas, on peut avoir les processus système qui tournent en arrière-plan. Donc ça, c'est des processus, ça peut être des processus externes d'applications que vous avez installées, comme par exemple Acronis pour moi. On a aussi l'anti-malware, donc le Windows Defender de Windows 10. Ici, c'est un programme Asus. Et on peut avoir après tout plein de choses comme les hôtes de service. Donc ça, c'est des services internes à Windows qui permettent d'avoir certaines fonctionnalités. Donc par exemple l'ouverture de session, le partage de fichiers, le client DHCP pour obtenir une adresse IP sur le réseau automatiquement. Bref, tout plein de choses. Ça, on peut les désactiver si vous voulez libérer des ressources. Il y a un article sur le site. Ça désactive certaines fonctions, donc il faut bien savoir ce qu'on fait. Donc c'est tout à fait normal d'en avoir plein. Il ne faut pas y toucher sauf si vous savez ce que vous faites. Donc on a la liste des processus en cours de fonctionnement, on a des colonnes, donc processeur, mémoire, disque, réseau, et on a le processeur graphique. Donc ça vous permet de savoir par exemple si un processus a tendance de monopoliser le processeur. Donc on a un pourcentage ici, on voit que Firefox il monte à 4-5% maximum. On a l'utilisation mémoire, on voit que Firefox prend 2 Go de RAM, ce qui est relativement normal si vous avez pas mal d'onglets ouverts. Et puis on peut avoir la même chose avec l'utilisation disque, l'utilisation réseau, si par exemple il fait plein de requêtes sur le réseau. Et puis l'utilisation de la carte graphique, c'est-à-dire le processeur qui calcule l'affichage et le rendu graphique. Donc généralement c'est les jeux qui bouffent ce processeur là, où ici on voit qu'on a OpStudio qui permet de faire la capture vidéo en temps réel pour faire cette vidéo qui bouffe 16% en permanence sur ma carte Nvidia. Donc vous avez les processus. Donc première chose, vous avez le pourcentage global et par processus on peut trier. Vous cliquez sur la colonne, il va vous mettre une petite flèche pour vous mettre du plus important au moins important. Donc ça vous permet de savoir en permanence quel processus a tendance à monopoliser le processeur. On peut faire la même chose avec la mémoire, le disque, etc. À titre informatif, parce que ça revient souvent sur les forums, la mémoire, le but c'est ne pas être le plus proche de zéro. Vous avez une mémoire sur votre ordinateur, il faut qu'elle soit utilisée pour que Windows et vos applications puissent fonctionner. En temps normal, sur un ordinateur avec 8 Go de RAM, ça peut monter facilement à plus de 50%, c'est tout à fait normal parce que Windows a un cache mémoire, c'est-à-dire qu'il va mettre les données qui reviennent, qui sont utilisées le plus souvent
en mémoire pour que quand vous relancez une application, ces données soient déjà présentes et le lancement de l'application soit plus rapide. Donc ça permet d'accélérer Windows parce que la mémoire c'est l'élément le plus rapide de votre ordinateur. C'est pour ça que quand vous lancez un programme, ils mettent les données dessus. Si les données sont sur le disque, qui est beaucoup moins rapide, même si les SSD ont fait pas mal de progrès au niveau de la vitesse par rapport au disque mécanique, la mémoire, ça reste quand même l'élément du système où les données, le transfert de données le plus rapide vers le processeur pour faire les calculs ensuite. Donc c'est tout à fait normal que votre mémoire soit utilisée. Ce qui est anormal, c'est par exemple vous lancez un jeu. Bon, les jeux c'est assez gourmand, donc selon la quantité de mémoire que vous avez, ça peut monter à 80%, ce qui peut être relativement normal. Par contre, quand vous fermez le jeu, si ça ne redescend pas, s'il libère pas la mémoire, là par contre il y a un souci. Et généralement ça vient du service Superfetch et Sysmen qui gère donc le cache mémoire qui peut un petit peu bugger, et donc dans ces cas là vous pouvez essayer de le désactiver pour résoudre ces problèmes là. Donc ensuite les processus, on peut faire plein de choses dessus, hein. Donc déjà quand on fait un clic droit on a accès à différentes actions. Donc fin de tâche, ça vous permet de l'arrêter, donc ça c'est assez utile si vous n'arrivez pas à arrêter un programme avec la croix en haut à droite parce qu'il ne répond plus. Généralement il vous le met là d'ailleurs, et vous pouvez faire un fin de tâche dessus. L'autre chose qui peut éventuellement être utile, c'est par exemple vous avez une application qui tourne, vous ne savez pas ce que c'est, vous vous demandez même si c'est pas un malware, un virus, vous pouvez faire un clic droit propriété. Ça vous permet de connaître l'emplacement. Donc par exemple ici c'est Notepad, on voit qu'il se trouve dans le dossier programme file Notepad, et vous pouvez éventuellement dans sécurité et surtout signature numérique vérifier que l'application est signée. Ça vous permet de savoir l'éditeur. Donc quand vous n'avez pas d'éditeur, c'est suspicieux parce que ça peut être un malware, parce que les malwares généralement ne sont pas signés, hein. Il n'y a pas d'entreprise derrière sauf les adware, les logiciels publicitaires. Ça vous permet déjà d'avoir un petit peu une idée du programme, sa provenance. Alors vous pouvez faire une recherche Google, et après vous pouvez aussi éventuellement soumettre le fichier à VirusTotal. C'est-à-dire que quand vous êtes dans les propriétés, vous avez l'emplacement. Donc on peut par exemple faire un clic droit et depuis l'explorateur de fichiers on colle dans la barre d'adresse. Ça nous permet d'aller dans le dossier du programme. Alors on peut aussi y aller manuellement, on dit que c'est dossier programme et Notepad+, et vous avez l'exécutable ici. Vous pouvez l'envoyer ensuite sur VirusTotal pour voir un petit peu si des antivirus émettent des alertes et des détections dessus. Donc cette partie là, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble et par processus, et faire des actions dessus comme arrêter un processus et éventuellement avoir quelques informations et propriétés. Donc c'est déjà pas mal parce que quand vous avez des lenteurs, vous pouvez vérifier si un processus a tendance à monopoliser le processeur ou la mémoire ou le disque. Ça vous permet de l'arrêter si jamais c'est une application à vous qui provoque cela. Et ensuite dans performance, on a une vue, disons, d'ensemble avec aussi le détail dans le temps, puisque vous avez un graphique qui vous permet de voir un petit peu l'évolution de votre système. Donc par exemple pour le processeur, on voit qu'il est relativement stable. Alors c'est normal d'avoir des pics parce que des fois il y a un calcul qui se lance et puis ça retombe. Et par contre, si vous avez bien sûr le processeur qui reste autour de 90%, c'est que vous avez quelque chose qui a tendance à lancer des calculs dans tous les sens, et ça va provoquer de graves ralentissements de votre ordinateur et de Windows. Alors ensuite, vous avez les détails à chaque fois. Donc on a l'utilisation ici du processeur, la vitesse, combien il y a de processus en cours de fonctionnement, depuis quand il est lancé, et puis après on a diverses informations général sur le processeur, combien il a de cœurs, de processeurs logiques, si la virtualisation est activée, s'il y a des caches sur ce processeur et sa vitesse de base, etc. Après on a la même chose sur la mémoire, hein. Alors la mémoire sur Windows c'est très compliqué, j'avais fait un article dessus, je vous le mettrai en commentaire de la vidéo, parce que comme je vous ai dit, il y a des systèmes de cache, et aussi la pagination qui crée un fichier sur le disque. Certaines applications peuvent en avoir besoin, ou quand la mémoire est saturée, on peut avoir recours dessus, mais ça provoque des lenteurs. Bref, c'est assez compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que ici vous voyez que j'ai quand même beaucoup de mémoire, j'en ai 32 Go, mais j'ai quand même 42% qui est utilisé, et comme je vous ai dit, le but c'est de ne pas être proche de 0, le but c'est qu'il y ait quand même un cache pour que Windows soit rapide. Ce qui est anormal, c'est quand ça reste
dans des valeurs très hautes comme 90%. Ensuite on a la même chose sur le disque. Bon là on voit que mon disque n'est pas du tout sollicité, hein. Comme j'ai beaucoup de mémoire, ça va en mémoire et il y a très peu d'accès disque. Et là même chose, si ça reste autour de 90% et 100%, vous allez avoir des ralentissements et c'est tout à fait anormal. Il faut trouver la source, déjà avec processus, et regardez en triant ici, vous pouvez savoir ce qui a tendance à provoquer des accès disques, et ensuite faire en conséquence en essayant de trouver la solution, surtout quand il s'agit de des services internes à Windows, c'est qu'il y a un petit problème de ce côté là. Après on a la même chose sur les cartes avec les données envoyées et reçues, et on a les processeurs graphiques. Donc là ici on voit qu'on a deux cartes graphiques, on a une Intel HD graphique et on a une Nvidia. Alors c'est tout à fait normal d'avoir deux cartes graphiques, tout simplement parce que la Nvidia c'est la plus puissante en termes de calcul, donc à utiliser pour les jeux, ici pour l'enregistrement de la vidéo, et elle bouffe beaucoup plus d'énergie, et donc elle est à utiliser quand vous êtes branché sur le secteur pour un ordinateur portable, et quand vous basculez en batterie, c'est celle la moins puissante, donc l'Intel, qui est utilisée, et donc ça permet d'avoir une meilleure autonomie. Pour les PC de bureau, comme c'est le cas chez moi, ça permet de basculer dans une utilisation moins d'énergie, et ainsi avoir moins de consommation électrique, et donc baisser la facture électrique. Donc là c'est pareil, faut regarder le pourcentage, et puis même chose, hein, si vous avez une utilisation forte alors que vous faites rien, c'est tout à fait anormal. Et aussi ça vous permet de savoir quand vous lancez un jeu, parce que si votre jeu se lance avec la mauvaise carte graphique, là vous allez avoir une baisse des FPS, des images par seconde, et ça va être hyper lent. Et donc ça vous permet de savoir en fait de vérifier quelle carte graphique est sollicitée quand vous lancez un jeu, et ensuite si c'est la mauvaise, de faire en conséquence. Dans les propriétés, notamment Nvidia, vous pouvez choisir la carte graphique par défaut, et ensuite régler éventuellement soit vos jeux par défaut, soit vos jeux en choisissant la carte graphique de votre choix. Donc ça c'est vraiment bien pour avoir une vue d'ensemble dans le temps, quand vous avez des lenteurs partielles ou des blocages partiels, pour voir s'il y a des pics d'utilisation du processeur, de la mémoire ou du disque dur. Ensuite on a l'historique des applications. Bon, ça c'est pas très utilisé, ça vous permet de savoir depuis quand sont lancés, enfin combien de temps vous avez lancé une application. Là par exemple on voit que j'ai utilisé Netflix, il n'est pas ouvert, hein. Je l'ai utilisé pendant 3 heures et ça m'a bouffé quand même pas mal au niveau du réseau. Et donc ça c'est disons les détails par application. Même chose, on peut savoir ce qui a tendance à monopoliser le processeur. On voit que Edge, il a eu pas mal de temps processeur. Alors ça c'est pas l'utilisation proprement dit, mais c'est combien de temps il a sollicité le processeur, et même chose pour le réseau. Donc ça peut s'avérer utile de temps en temps, même si performance est un petit peu mieux de ce côté là pour avoir une vue d'ensemble. Ensuite vous avez démarrage. Alors démarrage c'est un petit peu rien à voir avec les processus, ça permet simplement de contrôler et d'activer ou désactiver les applications que vous lancez au démarrage. À quoi ça sert? Ça sert à limiter le nombre de programmes qui se lancent au démarrage pour deux raisons. Un, quand vous avez beaucoup de programmes qui se lancent au démarrage, ça alourdit le démarrage et ça le rend plus long. C'est-à-dire que quand vous tapez votre mot de passe et que vous arrivez sur le bureau, déjà le temps d'arriver sur le bureau, le temps que le bureau se charge, comme vous avez plein de programmes qui se lancent, ça l'allonge, et vous n'avez pas forcément la main quand le bureau arrive et le menu démarrer. Vous avez encore des accès disques, etc. parce qu'il va continuer à lancer certaines applications, et donc du coup ça bouffe les ressources et ça allonge le temps de démarrage. Et la seconde, c'est plus vous avez d'applications qui tournent en même temps sur l'ordinateur, donc vous aurez beaucoup plus de processus là. Selon la puissance de calcul de votre processeur et la mémoire, ça va provoquer de graves ralentissements. C'est-à-dire c'est un petit peu comme une voiture. Si vous avez par exemple une 106 et que vous mettez plein de bagages à l'arrière, quand vous arrivez sur du plat ça va aller moins vite, et quand vous êtes en montée, là ça va être l'horreur totale. Elle va avoir du mal votre voiture, alors que si vous avez une grosse berline,
vous sentirez moins les ralentissements à cause des bagages et de la lourdeur, mais vous aurez quand même moins de reprise et de vitesse que si vous n'avez pas de bagages à l'arrière. Donc du coup, il faut absolument désactiver les applications lourdes et inutiles qui se lancent au démarrage et que vous n'avez pas besoin, pour limiter le nombre de applications qui tournent en fond quand vous utilisez votre ordinateur afin de ne pas le ralentir. Donc tout simplement, alors vous avez les colonnes statuts, donc tous ceux qui sont activés sont donc actifs au démarrage. On voit que j'en ai désactivé là, hein. Par exemple, j'ai désactivé Steam. L'impact au démarrage, c'est juste une information pour savoir quel programme a tendance à alourdir fortement le démarrage. Donc on voit qu'on a ces trois applications qui ont tendance à alourdir le démarrage. Bon, j'ai choisi de ne pas les désactiver parce que mon ordinateur est assez puissant. Et en plus j'ai un SSD. Et ensuite vous pouvez les désactiver. Donc pour ça vous faites clic droit désactiver ou vous double-cliquez dessus pour changer le statut. Et on peut refaire un clic droit activer. Et on retrouve aussi les mêmes onglets avec la propriété qui vous permet de savoir l'emplacement, etc. Et si vous avez un doute, vous pouvez soumettre le fichier, comme je vous ai dit, à virus total. Donc ça c'est vraiment pas mal, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et vous avez aussi ici le temps de démarrage entre le moment où le BIOS s'est déclenché et le moment, je crois, où vous arrivez de mémoire au moment où Windows démarre. Donc on voit que là je suis à 6 secondes. Alors ensuite vous avez utilisateur. Bon, ça va être rapide, c'est simplement l'utilisation des ressources système par utilisateur quand vous avez plusieurs sessions ouvertes. Bon, généralement c'est pas le cas, hein. Bon, la même chose, hein. Plus vous avez de sessions ouvertes, plus vous aurez le programme de lancer et plus ça va tirer sur les ressources et donc votre ordinateur va être ralenti, et donc il faut avoir en permanence une seule session d'ouverte. Bon, parce que quand vous allez dans le menu démarrer, vous pouvez changer d'utilisateur et garder la session ouverte. Bon, ça c'est bien quand vous voulez faire une action rapide, mais de manière générale, il ne faut avoir qu'une seule session ouverte. Après, on peut avoir aussi les détails, comme on a dans le processus, par utilisateur ouvert. Ensuite, on a détail. Détail, c'est quoi? C'est juste la même chose que processus, mais avec des colonnes, on va dire, plus techniques et des informations plus précises pour les utilisateurs avancés. Donc ça vous permet d'avoir la liste des processus. Donc par exemple les hôtes de service, on voit qu'ils le nomment SVC host, hein, exe. Vous avez la mémoire privée du processus, on peut régler les colonnes, hein. Vous pouvez avoir la mémoire partagée, etc. Vous avez ici l'utilisateur qui a lancé. Donc par exemple spam here, donc qui est mon utilisateur courant, qui est là, hein, c'est mon adresse email de mon compte Microsoft. On voit qu'il a lancé Firefox, etc. Et système, c'est les processus qui sont en service et qui sont lancés par un utilisateur système de Windows qui a les autorisations les plus hautes. Après vous avez la virtualisation, etc., le processeur graphique, etc. Bref, c'est un petit peu plus détaillé, mais c'est pas forcément très clair pour les utilisateurs débutants. Et enfin, on va terminer rapidement sur l'onglet service. Qu'est-ce que l'onglet service? Ça vous permet de lister les services Microsoft, enfin les services, pardon, pas Microsoft, mais de Windows, qui sont soit internes ou externes. On voit ici que j'ai un service Acronis, et puis vous avez tout plein de services internes à Windows. Il y en a des dizaines et des dizaines. Alors qu'est-ce qu'un service? Grosso modo, c'est un programme, si vous voulez, qui a une tâche particulière. Donc ça peut être interne ou externe à Windows. Et à la différence de l'utilisateur, il ne va pas se lancer quand vous aurez tapé le mot de passe, parce qu'on a vu que quand vous tapez votre mot de passe utilisateur, le bureau arrive et vous avez tout plein de programmes au démarrage. Eux, les services se lancent avant que le mot de passe arrive. C'est très pratique, par exemple, pour avoir des serveurs et des services qui tournent quand que vous n'avez pas saisi vous n'avez pas ouvert de session Windows. Par exemple, vous arrivez sur le bureau, vous voulez avoir accès au dossier partagé depuis un autre ordinateur, et ben vous avez un service qui s'appelle serveur, qui se charge de gérer le partage de fichiers et qui est actif même si un utilisateur n'est pas connecté sur l'ordinateur. Et donc on a tout plein de services dans ce type là. On peut aussi avoir des services pour les applications qui gèrent certaines fonctions, comme par exemple les mises à jour. Mozilla peut en avoir un qui permet, voilà, il s'appelle Mozilla Maintenant Service, qui permet de lancer la mise à jour de Mozilla, de Firefox, tout simplement parce qu'il faut qu'il soit lancé en administrateur, et ce service là, ça permet de lancer le programme avec des droits assez élevés. Alors les services, ils ont des statuts, on a la colonne ici. Donc les statuts, c'est soit arrêté, c'est-à-dire qu'il n'est pas en cours de fonctionnement, donc il n'y a rien qui tourne derrière. En cours de fonctionnement, le service tourne. Donc celui-là par exemple, c'est un DSVC host, un des hôtes de service
qu'on voit ici. Alors quand vous déroulez, vous avez l'info. D'ailleurs, ici, on voit que c'est le infrastructure de gestion. Si on cherche dans les services, on doit le retrouver. Le problème, c'est que le nom n'est pas forcément clair. Alors, on va essayer quand même là-dedans, mais à mon avis, ça va être compliqué à trouver. Quoique, non, il est là. Donc on voit qu'il est en cours de fonctionnement. Si je l'arrête, et ben le processus SVChost va retirer dans la liste le service en question, et donc en arrêtant vous pouvez aussi limiter le nombre de services qui sont en cours de fonctionnement. Alors pour les arrêter, on peut faire un clic droit arrêter, redémarrer, ça permet de le relancer des fois s'il bug, etc. Et puis on peut aussi modifier le type de démarrage. Donc là on va faire ouvrir, ce qui ouvre une autre console, hein. Là je suis plus sur le gestionnaire de tâches. Et en fait, quand vous double-cliquez, vous avez le type démarrage ici, et vous pouvez le mettre en désactivé. Donc là, ça va carrément désactiver le service et il ne va plus se lancer au démarrage. Sinon, manuel, ça permet simplement qu'une application où vous le lancez manuellement, et sinon automatique, il se lance au démarrage de l'ordinateur. Et là, pareil, plus vous avez de service au démarrage, plus ça allonge le temps de chargement et d'ouverture de Windows. Donc là, c'est pareil, il y a un article sur le site qui peut vous expliquer, vous donne les services qui peuvent potentiellement être désactivés. Il ne faut pas s'amuser à les arrêter et surtout les désactiver à la main, surtout si vous ne savez pas ce que font ces services, parce que vous allez provoquer des problèmes. Certains services sont vraiment importants pour Windows, c'est-à-dire que s'ils ne fonctionnent plus, vous allez par exemple ne plus pouvoir ouvrir la session utilisateur. Et puis sinon, elles sont liées à certaines fonctions, et si ces fonctions ne fonctionnent plus, vous aurez des problèmes pour utiliser votre ordinateur. Donc là, pareil, il faut savoir, il faut vraiment savoir ce que vous faites. Donc là on arrive au bout. Bon, je pense que déjà ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble. Le gestionnaire de tâches, il est vraiment utile pour avoir une vue d'ensemble du système. On peut aller plus loin parce que dans l'onglet performance, vous avez le moniteur de ressources système. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il donne pareil une vue globale de l'utilisation processeur, disque, réseau, mémoire. Vous avez les graphes à droite et vous avez le détail ici par processus. Par exemple, admettons que vous ayez des doutes sur un processus qui a tendance à utiliser donc par exemple, admettons que au niveau des processus, vous avez système qui bouffe le disque. Vous vous dites ouais c'est cool, mais qu'est-ce qu'il fabrique, qu'est-ce qu'il écrit, qu'est-ce qu'il lit, pourquoi il a tendance à bouffer, à utiliser le disque et à générer des accès disques. Vous pouvez aller dans disque, vous pouvez trier sur lecture, vous regardez ici si vous avez système et vous regardez sur quoi il écrit. Là par exemple on voit que Windows Defender il est en train d'écrire dans le fichier d'échange. Et après vous pouvez faire des recherches Google selon les fichiers qui sont écrits pour savoir d'où ça vient et qu'est-ce qui se passe, et éventuellement les solutions si c'est un bug connu de Windows ou vous avez un truc corrompu, et essayer de résoudre. Et on a la même chose, donc ici on a la vue globale, et après on a la même chose pour les différents ressources système, hein. Donc ici c'est le processeur, vous pouvez savoir qu'est-ce qui est écrit, le nombre de threads lancés et l'utilisation moyenne. Donc ça permet de savoir dans le temps quel processus a tendance à utiliser, à faire des calculs sur le processeur. Donc on voit de manière générale que c'est mon logiciel de streaming qui bouffe le processeur, et en dessous on a ce Process Explorer que je vous montrerai après. Et après on a la même chose pour la mémoire. Donc là vous avez le détail par processus, et on a une vue globale de la mémoire avec les différents types de mémoire. Donc ça c'est en vert tout ce qui est utilisé, donc on voit que je suis quasiment à 50%. En fait là on est à 43%. Et on a ensuite la mémoire en cache et la mémoire libre. On voit que j'ai 50 mégas et le reste c'est en cache pour, comme je vous ai dit, accélérer le chargement des applications et Windows en général. Et après on a la même chose avec le disque, hein, comme on a vu tout à l'heure avec la lecture, et on a aussi le total pour éventuellement savoir quel processus en détail a tendance à utiliser le disque, et surtout où est-ce qu'il écrit. Et la même chose pour le réseau. Donc ça c'est vraiment sympa pour avoir le détail. Le réseau, vous voyez qu'il y a toutes les connexions, on a même les IP sortantes, hein, les ports, etc. et les différents protocoles. Donc ça c'est vraiment bien pour aller dans le détail. En général quand vous avez un problème, on peut vous demander des captures d'écran de ce menu là pour essayer de trouver quel est le problème et les solutions qui en découlent. Donc ça c'est le gestionnaire de tâches de Windows. Il est déjà en Windows 10, il est déjà assez détaillé, et vous avez en général toutes les infos utiles. Après il y a tout plein d'alternatives qui offrent différentes
fonctions en plus. Alors par exemple on a Process Explorer que je vous ai déjà montré dans des vidéos. Donc là c'est déjà un petit peu plus technique, hein. Bon c'est en anglais hein, parce que par exemple vous avez les différentes mémoires privées partagées, etc. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus. On a une colonne virus total parce qu'il permet de soumettre les fichiers et processus en cours de fonctionnement à virus total. Donc ça c'est vraiment bien parce que ça vous permet d'un coup d'œil de voir si vous avez un processus qui est détecté par des antivirus. On a la description, on a la possibilité d'avoir par exemple au niveau du réseau les données envoyées et reçues et tout plein de colonnes assez techniques. On peut avoir les fichiers ouverts, les mutants, les mutex, etc. Et en haut on a les graphiques qui sont vraiment bien parce que si on va par exemple dans CPU, et ben quand vous avez des pics, vous pouvez mettre votre souris dessus et ça vous permet de savoir quel processus au moment où il y a les pics a généré ces accès. Par exemple on voit ici que c'est pareil le logiciel de streaming, hein. Et donc dans le temps, si vous avez des montées et des descentes, et ben avec Process Explorer et ce graphique, il vous suffira de mettre la souris dessus pour savoir quel processus au moment où vous avez les pics a tendance à monopoliser le processeur. Et après vous avez les accès disques. GPU c'est le processeur graphique. Donc vous avez l'utilisation et à chaque fois quand vous mettez votre souris vous avez le processus qui a tendance à utiliser le processeur graphique de manière le plus importante. Après bon on a tout plein de choses, je ne vais pas rentrer dans le détail hein, mais ça permet d'avoir pour les utilisateurs avancés une alternative vraiment sympa. Après vous avez Process Hacker, vous avez aussi où est-ce qu'il est, celui-là qui est assez sympa. J'avais fait aussi un tuto dessus. Et vous allez voir qu'on a la même chose, hein. On va avoir la liste des processus. Voilà. Vous avez les services, vous avez les autorun qui vous permet de choisir, il est beaucoup plus complet que gestionnaire de tâches qui vous permet de désactiver les programmes au démarrage, hein. On a les infos réseau avec les différentes cartes, les IP, les connexions, enfin le volume envoyé reçu, les accès disques en graphique. Donc pareil, hein, quand vous mettez la souris, il vous me dit le processus qui a utilisé. On a la mémoire, un peu comme le moniteur de ressources, et puis le CPU, et pareil quand vous mettez la souris, alors là non il vous le met pas, ah non là il le met pas, dommage. Après vous avez les informations système, et puis on peut faire tout plein de choses hein, on peut soumettre à virus total, enfin il est vraiment assez sympa. Et on a aussi les services Windows, et avec en plus le scan virus total dessus. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que déjà ça va vous permettre de comprendre à quoi sert le gestionnaire de tâches et comment l'utiliser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un pouce vers le haut et à partager la vidéo. Si par contre vous êtes arrivé sur cette vidéo parce que vous avez des problèmes d'utilisation forte, mémoire, disque, processeur, etc., ça ne sert à rien de demander de l'aide sur les commentaires de la vidéo parce que c'est vraiment pas pratique. Allez sur le forum parce qu'il faut qu'on fasse des scans avec des programmes pour avoir des rapports et essayer de trouver d'où ça vient pour résoudre les problèmes. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.